Qui aurait pu prédire un tel scénario pour l'AS Saint-Étienne en août dernier? Car malgré l'arrivée de prometteurs investisseurs étrangers, Saint-Étienne retombe en Ligue 2 au terme d'un exercice catastrophique. 34 rencontres, 20 défaites et 77 buts encaissés, rien que ça. Et pourtant, l'espoir était de retour, mais voilà, le bilan de la première saison sous Kilmer Sport Ventures est un véritable fiasco. Le mercato estival, certes ambitieux, n'a clairement pas suffi à gommer les lacunes de l'effectif. Pire encore, les dirigeants se sont montrés étonnamment passifs devant la menace d'une relégation en Ligue 2. Alors, quel bilan faut-il tirer de cette saison 2024-2025 ? Un véritable échec, ou plutôt le commencement du véritable projet Kilmer Sport Ventures. C'est parti pour votre vidéo sur peupleVert.fr. Et donc pour ce bilan et surtout cette projection sur le projet Kilmer, je suis toujours en superbe compagnie évidemment avec Romain. Romain, comment vas-tu pour débriefer un peu cette saison ? Bah écoute, on va déjà salut à tous, on va essayer de prendre un petit peu de hauteur, après la déception, la colère, la tristesse, on va essayer d'avancer parce que de toute façon il n'y a pas le choix, c'est comme ça. On en verra d'autres, on en a vu d'autres et on en verra d'autres, donc voilà, on va débriefer tout ça. Puis avec Sylvain évidemment, comment vas-tu ? Bah, c'est pareil, hein, on encaisse douloureusement la nouvelle de la relégation, on essaye d'y faire face. Et je trouve, je sais pas si c'est un avis partagé, mais je trouve que c'est moins difficile qu'il y a 3 ans en arrière. Peut-être parce que le chemin a été fait il y a 3 ans, donc ça passe mieux. Et puis voilà, hein, on va tenter de comprendre et surtout de donner nos avis sur ce qui s'est passé durant cette année en essayant d'être le plus juste possible, mais en gardant une forme de lucidité, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre. C'est ça, on va prendre le temps de s'adresser à un micro-bilan, mais surtout de parler du projet en règle générale, de comment est-ce qu'on peut se projeter avec et quelles sont les attentes pour la Ligue 2, comment est-ce qu'on imagine ce projet grandir dans les prochaines années, l'année prochaine en Ligue 2, et puis mais avant tout, débutons hein, évidemment pour introduire un petit peu ce sujet. Romain, t'as vite fait donné ton ressenti. Est-ce que toi tu t'attendais à cette descente ? Comment est-ce que tu l'aperçois en tant que supporter en 1 ou 2 minutes ? Alors, je vais parler en ce qui me concerne, parce que j'ai entendu et lu beaucoup de colère. Beaucoup de colère, et la dernière fois il y avait de la colère mais il y avait aussi beaucoup de tristesse. Cette fois-ci j'ai lu vraiment beaucoup de colère par rapport au projet parce que les gens ont eu l'air dupés. Alors je sais pas, comme dit Sylvain, si c'est parce que le chemin a déjà été fait. J'imagine que oui, parce que quand on est descendu il y a 3 ans, pardon. Eh ben, c'était quelque chose qui était, on s'y attendait, mais sans s'y attendre. Et on n'avait pas forcément de... Moi, c'était la grande inconnue pour l'avenir. Là, aujourd'hui, je pense que j'ai plus vite passé le cap parce que j'ai un peu plus vite tourné la page. Et c'était moins une surprise, entre guillemets, de descendre. Hein, on peut dire tout ce qu'on veut. Depuis le mois d'août dernier, on savait que ça allait être très très compliqué. Alors il y a des moments où on y a cru, des moments où on n'y a pas cru. Mais on y croyait nettement moins. Donc voire résigné même. Et puis ce qui a dû arriver est arrivé. Donc voilà. On est de retour dans le bourbier qu'est la Ligue 2. Sylvain, de ton côté, c'est comment tu ressens cette descente ? Est-ce que tu es un peu plus confiant ? Il y a un petit peu moins de crainte par rapport aux saisons précédentes ? La confiance, elle vient de la situation que l'on a. Quand je dis situation, c'est la situation financière, la solidité financière que dégage le propriétaire de l'AS Saint-Étienne. Ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même là où la confiance est de mise, c'est qu'il y a 3 ans, on avait une équipe complète à reconstruire. On ne savait pas avec quels moyens, on ne savait pas sous quelle forme. Voilà, aujourd'hui, la confiance, elle vient peut-être du fait qu'on sait qu'on aura sûrement les plus grands moyens de la Ligue 2 pour la saison à venir. Après, on verra si ces moyens sont, à quelle hauteur les investissements sont faits par le club, mais c'est certain que de ce point de vue-là, ce sera meilleur.
Par contre, moi, le sentiment qui prédomine, c'est la frustration. La frustration, pourquoi? Parce que, et je dirais même les regrets, parce que je pense qu'on avait toutes les cartes en main pour se sauver cette année. Encore plus dans une Ligue 1 qui est probablement la plus faible Ligue 1 depuis 20 ans, du fait de la situation économique des différents clubs de Ligue 1. Covid plus droit TV a fait grand mal. Et je suis extrêmement, extrêmement frustré. J'ai beaucoup de regrets de voir l'utilisation qu'on a fait de cette saison. On a, je pense, manqué d'humilité, manqué de connaissances et on le paye au prix fort. C'est ça, une saison peut-être plutôt catastrophique, ou en tout cas difficile pour la première année Kilmer, qui était peut-être annonçable dès les premiers mois, puisque je rappelle, ils ont débarqué début d'été, lorsque la SS remonte en Ligue 1, et directement le mercato. Alors le mercato pouvait être jugé ambitieux, ou en tout cas intéressant, avec 23 millions d'euros posés sur la table, si on doit parler chiffres, avec quelques réussites, si on dresse un micro-bilan. Stassin qui marque 12 buts, délivre 4 passes décisives. Davitashvili, malgré l'irrégularité, qui s'est révélé décisif avec 9 buts et 8 passes D, mais également quelques ratés avec Miladinovic. Romain, est-ce que pour toi ça part de là en fait? Est-ce que c'est cet échec des deux mercatos, parce que le mercato hivernal aussi, on n'a pas comblé les déficits de cet effectif? Est-ce que pour toi c'est un peu la meilleure illustration de l'échec de Kilmer Sport Ventures pour cette saison? Alors, c'est évident que oui. Alors après, on va pas tortiller pendant 3 heures, j'ai envie de te dire. Si on doit faire le bilan de la saison, c'est un échec. C'est un échec de A à Z. C'est un échec parce que, comme l'a dit Sylvain, il y a de la frustration parce que tu as les moyens. Tu as les moyens de te renforcer et tu l'as pas fait. Kilmer, il me faut un petit peu penser au projet Puel avec de l'argent en plus. C'est que quand tu les écoutes, t'as la théorie et t'as absolument envie de les suivre. Le projet, on le connaît, on l'a vite compris. L'idée, alors, je le rappelle rapidement, c'est de recruter, oui, mais d'avoir une masse salariale contrôlée. Quand je dis une masse salariale contrôlée, c'est plus du tout d'aller sur ce qu'on a pu faire sous Gasset, aller prendre des caseries, des joueurs confirmés de Ligue 1 ou revanchards, en leur filant des salaires confortables de Ligue 1. C'est plus du tout ça, mais on veut aller sur des modèles un petit peu à la portugaise, à la néerlandaise, à la belge, en allant trouver avec de bonnes idées issues de la data. Donc des bonnes idées, ça on pourra débattre, mais en tout cas avoir des idées avant que les joueurs on les connaisse forcément, nous, pour avoir des salaires avec des joueurs qui n'aient pas encore explosé. Ça c'est très bien, pas de souci. Mais comme l'a dit Sylvain, on a manqué de pragmatisme et c'est d'autant plus frustrant parce qu'on a les moyens de le faire. Donc ça aujourd'hui, ça n'a pas été fait. J'ai pas envie de prendre joueur par joueur parce que c'est un échec. Voilà. Après, est-ce que demain, ça veut dire que demain, ça sera un échec? Moi, j'en suis pas là. J'en suis pas là. La colère, la frustration que j'entends et que je lis, moi, elle est passée depuis relativement vite. Et aujourd'hui, la Ligue 2 arrive, et la Ligue 2, oui, on va avoir un budget 2 fois plus important que les autres, mais je regarde pas forcément ce budget-là, parce que quand nous, on va avoir 50 millions de budget, alors que le deuxième n'aura pas 25 millions de budget, et c'est surtout la force de frappe que tu peux avoir sur le marché. Mais la force de frappe, si c'est pour poser 15 barres sur des gamins de 20 ans qui vont se retrouver sur le terrain de Dunkerque ou de Rodez, il va falloir aussi être pragmatique, et ce qu'on n'a pas pu faire jusque-là, en tout cas. Sylvain, de ton côté, est-ce que tu penses qu'il y a une vraie grosse méconnaissance du championnat, une année d'apprentissage pour appréhender cette Ligue 1? Est-ce que les dirigeants n'ont pas été trop tendres en fait avec les différents mercatos? Je pense qu'une fois que la saison est terminée, on peut dire que si. Mais on aurait pu, je pense, dire ces choses-là avant. En fait, moi, ma plus grande frustration, je pense qu'on arrive avec des gens qui ont quand même une certaine compétence dans le football. Ivan Gazidis est depuis de nombreuses années dans le football. Il connaît les rouages du football et je pense qu'il a les compétences pour être au poste qu'il occupe.
Maintenant, je pense qu'on a manqué de sensibilité. Sensibilité foot et sensibilité Ligue 1. Sensibilité française. Aujourd'hui, le championnat de France, c'est un championnat qui a ses particularités. C'est un championnat qui est très physique, dans lequel il y a des équipes très difficiles à manœuvrer, même des équipes qui occupent souvent le bas du tableau. C'est un championnat qu'il faut appréhender, qu'il faut savoir juger et c'est pas facile. Nous, on est depuis notre plus jeune âge bercé par ce championnat et on sait à quoi s'attendre, mais, mais le championnat français, c'est pas le championnat belge, c'est pas le championnat néerlandais, c'est pas le championnat suisse. Voilà, il a véritablement ses particularités. Et je pense que ça, quand on sait un peu l'organisation de la nouvelle des nouvelles têtes pensantes. On sait que ce famille est davantage tourné sur le recrutement et sur l'organisation de l'équipe. Hein. On dit souvent que c'est l'architecte de ce projet et que Jason Rosenfeld est plutôt le statisticien, celui qui fait marcher la data, qui regarde via les chiffres. Je pense qu'il aurait fallu un tampon entre ces deux personnes, un tampon qui est estampillé Ligue 1, qui sait ce que demande le championnat de Ligue 1, les exigences, qu'elles soient physiques, qu'elles soient techniques, qu'elles soient mentales, parce que je pense qu'on a aussi peut-être négligé ce troisième aspect. Et une fois qu'on s'est dit ça, il faut vraiment comprendre que le recrutement, il n'a pas été en adéquation avec les exigences de la Ligue 1. Tout simplement. Quand on fait le bilan, c'est c'est Loïc simple. Perrin, normalement. Voilà, bon, après, on peut discuter du rôle de Loïc Perrin, on ne sait pas tellement. Il a le rôle de directeur sportif, mais non, moi je vais y aller maintenant. Je sais On pas. reviendra sur je sais pas l'organigramme dans 2 véritablement. minutes si. Mais vas-y, termine. Ce que tu disais. Du coup, voilà, juste pour terminer, je pense que c'est pas de l'incompétence, mais c'est un manque de connaissance, de spécificité de l'endroit où ils sont venus, c'est-à-dire le championnat de France pour moi. Romain, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte-là pour l'année prochaine aussi en Ligue 2 pour se projeter un petit peu? Est-ce qu'ils vont pas continuer sur cette lignée-là de ne pas apprendre de leurs erreurs, ou en tout cas de ne pas prendre le temps de comprendre le championnat avant de faire leur mercato? Des gens qui sont sûrs d'eux, qui sont sûrs de leur plan, et le plan il va pas changer. Peut-être qu'il va s'accélérer, qu'il va être appuyé, peut-être qu'il y aura plus de moyens qui vont être mis. Mais je pense pas qu'on mette plus de 30 millions non plus en Ligue 2. Hein. Nous, les premiers échos qu'on peut avoir, par contre, c'est via différents agents ou autres, c'est que il y a du fric qui va être dépensé. Voilà, ça c'est en tout cas c'est ce qui est annoncé. Des salaires qui vont être où on va pouvoir maintenir le curseur. Il va pas avoir il va avoir des investissements. Là-dessus, je suis pas inquiet. Par contre, je ne les vois pas changer de modèle, c'est-à-dire aller sur le recrutement d'un joueur de 30 ans. Ça, voilà. Donc, la Ligue 2, Sylvain l'a dit, c'est un bourbier. Est-ce que avec un Eric Orneland, avec plein de petits jeunes qui courent partout et qui jouent au football ultra offensif, ça passera en Ligue 2? Eh ben, je demande qu'à voir. Surtout que ce qu'il ne faut pas négliger dans tout ça, c'est que l'année prochaine, l'AS Saint-Etienne, c'est la tête d'affiche du championnat. Comme ça l'a été pendant 2 ans. On va aller jouer dans tous les stades de Ligue 2. On va être le match de l'année. On est le Paris Saint-Germain de la Ligue 1. Ça veut dire que les mecs, ils se déplacent pas pour voir Laval, Pau ou quoi. Ils se déplacent pour voir l'AS Saint-Etienne. Et les équipes qu'on va affronter, que ce soit, je sais pas moi, Grenoble, Pau, Laval, Dunkerque, etc., c'est le match de l'année. Ça veut dire qu'ils sont sur leur 31 à ce match-là. Et si tu y vas avec une équipe où ils ont tous 20 ans, ils sont en train de se faire les dents, alors moi je peux déjà vous annoncer que si on y va avec des Miladinovic et des joueurs de ce profil-là, s'ils ne sont pas entourés, ces joueurs-là, on va être en grande difficulté. Mais bon, j'ose espérer que après s'être trompé totalement sur le niveau de la Ligue 1, j'ose espérer qu'ils vont faire preuve d'un peu plus d'humilité, un peu plus de recherche et qu'ils vont pas se tromper une seconde fois. Parce que ça serait plus un problème d'adaptation, mais là ça serait vraiment un problème de compétence et de savoir-faire. Après, moi, sur le terrain, j'ai pas vu... si tu veux, quand on est descendu en Ligue 2 il y a 2 ans, j'ai envie de dire, il y a 3 ans, pardon,
on avait cette fausse modestie dans les discours, mais on l'a surtout vu dès le premier match à Dijon, je me rappelle très bien, avec une équipe où tu avais, il y avait encore Madi Camara, il y avait encore Denis Mwanga, il y avait tout un tas de joueurs qui étaient amenés à partir et qui le savaient très bien. Et même en coulisses, tu n'avais pas cette humilité qui est requise quand tu descends en Ligue 2. Là, je lisais Laurent Abergel de Lorient là ce matin. Il disait on a dû remettre le bleu de chauffe et aller chercher cette montée parce que c'est compliqué, il faut y aller à fond. Moi, dans le jeu que j'ai vu d'Eric Orneland ces derniers temps, alors pas à chaque fois, parce qu'il y a des limites tactiques qui sont pénibles à regarder quand même, mais dans le comportement, j'ai pas l'impression de voir une équipe qui est spectatrice. Voilà. Donc j'espère qu'on va surfer là-dessus. Puis rapidement, pour faire la transition vers l'autre partie, avant de terminer ceci, donc on partira sur l'organigramme, mais moi je crois analyser les choses un peu différemment, dans le sens où on a quand même eu des Gazidis qui disaient à la presse qu'ils voulaient pas prendre de décision dans l'urgence. La montée de l'AS Saint-Etienne est un peu au dernier moment. Est-ce qu'on n'a pas juste eu des dirigeants qui ont un peu trop pensé long terme, dans le sens où ils n'ont pas nécessairement acheté des joueurs pour le court terme? Sylvain, t'en penses quoi? Est-ce que, donc à l'image par exemple d'Ayounès Abdelhamid qui voulait pas à la base, pris des joueurs seulement avec du potentiel pour pas se précipiter sur des pistes qui pourraient ne pas être viables sur plusieurs années? Oui, et en même temps, ils ont investi sur des joueurs comme Stassin et Davitashvili qui vont peut-être perdre cet été. Donc en fait, la plus-value, où est-elle? Moi, c'est là où je me questionne en fait. Pour moi, c'était une nécessité absolue, et on l'a répété depuis des semaines et des semaines, de se maintenir lors de cette saison 1 parce que ça changerait pas mal de choses. Aujourd'hui, ils sont déclarés intransférables, les deux, que ça soit Stassin ou Davitashvili. C'est de la com, c'est de la S'en fout de communication. mercato, C'est juste une façon de dire, c'est juste une façon de dire à tout le monde, si vous les voulez, il faudra payer, on ne bradera personne. On a les moyens de les retenir, on a les moyens de les payer en Ligue 2. Si vous les voulez, il faudra les payer. Mais faut pas s'inquiéter, il y en a qui vont payer, hein. On les aura pas, hein. Que ce soit Stassin et Davitashvili en Ligue 2, mais c'est pas possible. Stassin, il vise la Coupe du Monde en 2026 avec la Belgique. Vous pensez qu'il va faire une saison en Ligue 2 avec Saint-Etienne? Mais ça, c'est dans les rêves les plus fous des supporters stéphanois. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Davitashvili, il a fait 2 ans en Ligue 2 avec Bordeaux. Il a goûté à 1 an de Ligue 1 avec 9 buts, 7 passes décisives. Il va retourner en Ligue 2. Ça n'existe On a pas vu non avec plus. Il Mathis va être Mougou, hein. courtisé. Voilà, tout simplement. Et puis maintenant, le projet d'avoir pensé long terme, c'est bien. Mais si tu enlèves Stassin et Davitashvili, et quoi va repartir en prêt? Bernouer va repartir en prêt. Tu as travaillé avec qui cette année? Hall, 12 matchs. Boaki, 20. Tu as travaillé avec qui en fait? Pas personne. De tous ceux que tu as recrutés, tu as travaillé avec personne. Donc en fait, ton année 1, elle est blanche. Tu fais du recul sur ce que tu as fait, elle est blanche. Tu repars quasiment d'une feuille blanche l'année prochaine. Et c'est pour ça qu'on annonce un changement d'effectif de 50, 60, 70%. C'est ça, un organigramme qui paraît encore un peu trop dans l'apprentissage, en tout cas pour accrocher ce maintien en Ligue 1. Un organigramme qui paraît également peut-être un peu brouillon sur cette première année. On n'a pas trop pas très transparent sur comment ça fonctionne, et puis on voit deux clans à l'AS Saint-Etienne, entre le Triumvirat qui est donc Perrin Soukas et Rustem qui semblent être à l'Etra, et puis Kilmer de l'autre côté avec Femi Rosenfeld et Gazidis qui incarnent le projet. Alors on voit un peu plus de professionnalisme, hein, notamment le dialogue avec les instances françaises et puis avec les supporters. Mais Romain, rapidement, est-ce que tu peux un peu nous expliquer le rôle de chacun? Tout à l'heure, tu avais un peu évoqué le sujet. Est-ce que tu peux aller un peu plus en profondeur pour cette fois-ci? Alors, déjà, il n'y a pas de clan, hein. Oui. Ça, c'est en tout Bien cas sûr. quand on discute avec le club, il n'y a pas de clan. Oui, certains parlent de deux triumvirats, deux trios, parce que il y avait l'organisation, ceux qui étaient déjà présents, donc avec Jean-François Soucas, qui était à la direction du club, aujourd'hui qui est plutôt sur des dossiers administratifs, et qui, lui, est présent au quotidien à l'Etra.
Il y a donc Samuel Rustem qui était son adjoint et qui s'occupe de tout ce qui est affaires courantes au sein du club dans les différents services. Et Loïc Perrin qui était et qui reste sur le papier en tout cas le directeur sportif. Donc directeur sportif, c'est celui qui est le garant de ton projet sportif, du recrutement jusqu'à l'application sur le terrain. Et ce trio était conservé par le trio Kilmer qui est arrivé après, à savoir donc dès le rachat le 3 juin 2024, Ivan Gazidis qui préside que ce soit auprès des instances, mais de manière globale, l'AS Saint-Étienne Group, et Eusfami qui lui est le directeur des opérations. Mais dans le concret, c'est lui qui négocie, c'est lui qui rédige les contrats. Et Eusfami, il faut avoir en tête que c'est quelqu'un qui a travaillé dans le cyclisme avant, chez Ineos, quelqu'un qui a travaillé chez Arsenal après. C'est un avocat, un expert qui est négociation et relations, en tout cas rédaction de contrats. Et après, on a un autre expert qui est Jason Rosenfeld, un expert mathématicien en matière de data. Voilà. Et qui lui aussi bossait à Arsenal via un outil un petit peu révolutionnaire, en tout cas à l'époque, sur l'approche data. Et aujourd'hui, tout ce petit monde avance de manière collégiale avec un entraîneur également sur la partie recrutement qui est consulté. Voilà. Est-ce que tu penses, toi, de ton côté, que cette direction comme elle est faite actuellement est toujours viable après la descente en Ligue 2 ? En tout cas, toujours... Pour moi, il manque surtout un maillon. C'est que les trois qui sont arrivés, déjà, quand tu arrives à Saint-Étienne, ça a été dit 15 fois, mais quand tu arrives à Saint-Étienne, c'est pas le Milan, c'est pas Arsenal. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a il y a de l'historique, donc il y a des manières de faire en interne, mais comme il y a de partout, à chaque rachat, c'est toujours très compliqué. Eux, ils ont pris l'idée, et en tout cas le parti de la stabilité via des audits, se dire on va regarder, on va licencier personne pour. Et excuse-moi Romain. Le fait qu'il soit à distance. Excuse-moi Romain, je coupe juste, excuse-moi, mais quand tu dis ils ont pris le parti pendant un an de faire des audits, tout ça, quand ils viennent à acheter le club en juin dernier, ils n'ont pas fait déjà tout ce travail préparatoire? Donc ils ont acheté un club sans le connaître, sans faire d'audit, sans savoir la situation, Moi je trouve ça lunaire. Moi honnêtement, si on m'explique depuis un an qu'on fait des audits, qu'on fait des vidéos, qu'on fait des briefings, qu'on fait des analyses, qu'on fait des bases de données, mais de un, il n'y a aucune décision qui sont prises. Depuis un an, il n'y a eu aucune décision, si ce n'est de changer d'entraîneur. On est d'accord? Ils n'ont pris aucune décision. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils ont besoin de 1 an et demi pour analyser le club, parce que j'imagine qu'ils ont au moins pris 6 mois pour l'analyser. Il paraît qu'ils avaient prévu qu'on resterait en Ligue 2. Ils se sont déjà trompés sur ce point-là. On leur pardonne, les chances étaient très faibles. On leur pardonne. Donc ils se sont déjà trompés sur ce point-là, et en arrivant, ils nous ont déjà expliqué qu'ils ne voulaient pas être en Ligue 1. Enfin, qu'ils n'avaient pas prévu d'être en Ligue 1. Ah bah, quel malheur d'être au-delà de ce que tu espérais. Quel malheur. Mais moi, ça me révolte quand j'entends ça. Je suis désolé, c'est un peu agressif. Mais à un moment donné, quand tu arrives avec le CV que tu as, la compétence que tu as, et tu dis, oui, mais attendez, il faut qu'on fasse des audits, des machins, des trucs. Donc en fait, tout le temps que tu as eu avant d'acheter, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as analysé au juste? Qu'est-ce que tu as préparé dans tout ça? Et le côté compétence. Non, attends. Le côté compétence, une compétence, c'est quoi? C'est un ensemble de connaissances que tu arrives à réunir dans une situation donnée. Tu peux mettre un ingénieur dans une boîte ou dans une autre, il sera pas du tout compétent en fonction du contexte. Là, est-ce que ces bonhommes-là, ils connaissent la recette? Je pense que oui, ils en sont persuadés. Pour autant, les mettre à synthé dans un contexte qu'ils connaissent pas du tout, qu'ils découvrent, eh ben oui, il y a besoin d'audit parce qu'ils sont perdus. Ils sont perdus. Ah, moi, quand tu vois les échos qu'on a en interne, alors oui, négocier des contrats, il n'y a pas de souci. Là-dessus, les contrats qui ont été signés cet été, il y a un setup qui est assez important par rapport à ce qui se faisait avant. Au niveau data, c'est pareil. Par rapport à ce qu'on faisait avant, il y a des choses qui ont été largement améliorées.
La data, elle est présente de partout maintenant. Et c'est intéressant, c'est important. On peut pas tout balayer comme ça. Mais pour autant, il te manque des personnes qui soient qualifiées pour la Ligue 1, pour la France et pour Saint-Etienne. Et aujourd'hui, croire que en ajoutant 3 bonhommes dans l'organigramme, tu peux dépenser 25 millions, tu peux dépenser 50 bars. Quand on me dit, oh, on aurait dû faire un modèle à la strasbourgeoise. Non, Strasbourg, ils tournaient quand ils sont arrivés, Bluco. À saint Hmm. on tournait pas. On a fait un pari en prenant que des vieux briscards qu'on a arrosés avec des salaires bien au-delà de la Ligue 2. Et c'est passé in extremis contre une équipe contre qui on a joué pendant 120 minutes à 10 contre 11. Donc, Et justement, il y a pour le moi, nom ils ont de, clairement sous-estimé. il y a le nom d'un directeur Et bah, sportif qui a fuité justement, avec Sibierski de Foot Mercato. Est-ce que ça va pas être l'année en Ligue 2, l'année du changement justement de toutes de ces dirigeants qui sont sur place et qui pourront faire ce tampon-là dont tu parles, Romain? Ah, nous, on demande que ça. Mais si vous voulez, si tu veux, pendant un an, moi, j'ai attendu. J'ai attendu. On a dit, ouais, bon, on va changer ça, ça et ça. On est patient, etc. Il y a des audits. Ok. Bon, très bien. Mais il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu de manière très concrète, comme voilà, le dit Sylvain. voilà. Il y a des choses Voilà. qui sont Hmm. Et le intéressantes et véritable c'est ce qui est problème, d'autant c'est plus ça. frustrant. Et c'est ce que Romain est en train de dire en fait. Ce qu'il est en train de dire, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on a toutes les clés en main. On a tout ce qu'il faut, mais il se passe rien. Il se passe rien. T'as l'impression qu'il y a des évidences dans ce club, il y a des choses que tout le monde ressent, que tout le monde voit sans faire d'audit. Eux, ils font des audits pour avoir des preuves par A plus B que ça fonctionne pas, que Hmm. si, que ça. Et en plus, ça met longtemps à faire les audits. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien ne change. Rien. Et il l'a justement dit, Romain. Tu arrives, tu poses 3 mecs en place et tu crois que tu vas révolutionner le club? Mais ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, aussi compétent que tu sois. La situation, l'environnement Saint-Étienne, il a sa particularité. Il faut s'en imprégner. Et s'en imprégner, ça demande du temps, je l'entends. Mais peut-être que ça demande aussi de prendre des décisions et de mettre certaines personnes en place à des endroits clés dont tu as confiance, dont tu juges la compétence supérieure que ceux qui sont déjà en place cette année. Il n'y a Hmm. aucun changement de fait. Seul l'entraîneur a changé depuis le 4 juin dernier. Et si je peux me permettre, ça, c'était pipé dès le départ. Si ça n'avait engagé qu'eux, ils auraient changé d'entraîneur dès juin dernier. Mais ils ont été obligés de suivre un petit peu l'aura qu'avait Dalloglio par rapport aux supporters, par rapport au miracle d'avoir réussi à remonter cette équipe en Ligue 1, parce que c'est un miracle qu'il a fait. Il faut pas avoir peur des mots. Et aujourd'hui, la seule décision qu'on a fait, c'est ça. Hmm. Voilà. Bah, Et que ça. justement, on va surfer là-dessus pour partir sur Eric Orneland. Je te laisse finir si tu veux. Permettre, on Vas-y, parle du pour métier, finir. on parle de plein de choses, mais rien ne change. Hmm. Rien ne change. Voilà. Et comme tu disais, hein, Eric Orneland, peut-être seule vraie décision de Kilmer Sport Ventures, hein, puisqu'il a débarqué le 20 décembre 2024 après une série de mauvais résultats d'Olivier Dalloglio. C'est ça qu'on peut avoir l'impression que les dés étaient pipés, hein, puisque, comme tu disais, c'est vrai que l'entraîneur Olivier Dalloglio était resté sur le banc grâce à la défaite, à la remontée de l'AS Saint-Etienne. On a pu observer quand même un coach qui n'a pas été en capacité de maintenir les Verts en Ligue 1, qui finalement remporte pas plus de points qu'Olivier Dalloglio. Romain, t'as analysé ça comment, la venue d'Eric Orneland avec le projet Kilmer Sport Ventures? Est-ce que pour toi c'est une avancée? Est-ce qu'on a perdu du temps? Non, alors, déjà, je vais te répondre à ta question de tout à l'heure. Parce on est parti, tu pars sur Orneland, déjà Sibierski. Le nom est sorti hier par Foot Mercato, comme quoi il cherche un directeur sportif. Nous, c'est les échos qu'on a depuis quelques semaines déjà, comme quoi on souhaite garnir la cellule de recrutement. Est-ce qu'aujourd'hui, la cellule de recrutement, qui est-ce qui recrute à Saint-Etienne? C'est une vraie question. Par rapport à il y a 3 ans, quand on est relégué, le lendemain, et Laurent Batles, il arrive une semaine après, il n'y avait aucun plan qui avait été tracé. T'avais Anthony Briançon qui signe parce qu'il aurait signé qu'on soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 parce qu'il était libre, et c'est tout. Donc Laurent Batles, c'est là où il te fait venir des Giraudons, les Pintors, et là, parce qu'il n'y a pas de thunes en plus. Là, ça a travaillé sur deux plans, un plan en Ligue 1, un plan en Ligue 2, donc on peut espérer que ça avance. Et on peut vous le dire qu'il y a des joueurs sur lesquels ça négocie déjà. Ça, déjà, c'est une bonne chose. Mais il manque
quand même il manque quand même un maillon à cette organisation qui est un véritable directeur sportif qui prenne sa place. Aujourd'hui, les décisionnaires, c'est Family et Jason Rosenfeld. C'est pas des connaisseurs de ballon. On peut me dire ce qu'on veut. Ils sont très compétents dans leur matière, mais c'est pas des connaisseurs de ballon. Ça, et c'est pour ça que les gens s'en prennent à Loïc Perrin, mais c'est pas Loïc Perrin qui a fait les derniers mercatos. Alors peut-être qu'il a manqué d'aura pour s'imposer, mais bon, quand tu viens de te faire, t'es salarié d'une entreprise qui vient de se faire acheter, tu te mets un petit peu aussi, t'es le bon petit soldat, quoi, j'ai envie de dire. Lui, il écoute. Il donne ses avis, on le suit pas. On peut pas dire que ses avis aient toujours été ultra aiguisés. Maintenant, s'ils ont vraiment, j'ai envie de dire, des coronesses, il va falloir aller chercher un directeur sportif, mettre Loïc Perrin sur des missions qui sont plus pour lui, et mettre quelqu'un qui ait vraiment la capacité de leur dire non, ça, c'est pas fait pour nous. Nous, ce qu'il nous faut, c'est ça. En termes de ballon, c'est très bien, la data, très bien. Mais ce qu'il nous faut là, c'est ça, à cet endroit-là. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Alors que ce soit Sibierski ou un autre, j'ai envie de dire peu importe. Parce qu'on pose Sylvain, mais moi je voulais revenir là-dessus, parce que Orneland, on a tous vu. Ouais, bien sûr. On y reviendra après. Non, mais après, c'est dans la lignée de ce qu'on disait. Il faut de la sensibilité française, il faut de la sensibilité Ligue 1. Et puis, il faut aussi, à un moment donné, avoir des gens qui comment dire, ont fait leurs preuves, tout simplement. Je crois que Antoine... Voilà, qui ont fait leurs preuves. Je crois que malheureusement, Loïc Perrin a été un joueur fantastique à la Saint-Étienne. Mais le costume est trop grand dans ce rôle-là pour lui. Il pourrait occuper 1000 autres rôles dans ce club qui serait d'une plus-value géniale. D'ailleurs, je sais que cette année, il a eu un rôle à jouer avec les joueurs qui étaient prêtés. Il avait une belle relation avec ces joueurs-là. Il leur faisait des retours. Il leur donnait des axes d'amélioration. Et c'était très, très bien perçu par les joueurs, par les entourages. Voilà, ça apportait un plus. Mais je crois qu'en termes de recrutement, en termes d'avoir l'œil, véritablement l'œil pour identifier les potentiels d'un point de vue sensibilité football, d'un point de vue projection, d'un point de vue adapté au contexte, il a des lacunes qui sont malheureusement identifiées depuis plusieurs mercatos et qui nous nuisent dans le recrutement. Maintenant, il faut Je suis même pas sûr qu'il aime faire capable. C'est possible. Ça, je sais pas du tout. Ouais, quand tu discutes avec des agents et tout, les mecs qui te disent c'est gentil, j'ai envie de te dire. Ils disent c'est un mec super, c'est un mec qui aime synthé. Et ça, c'est pour ça, faut pas lui reprocher ça, faut pas se tromper non plus dans ce qu'on dit. Mais pour autant, je pense honnêtement que qu'il est pas fait pour ça, et deux, il n'aime pas faire ça. Donc allons chercher un méchant, s'il faut, quelqu'un qui ait du répondant, qui ait des connaissances et une expertise sur ce métier qui est quand même un métier particulier, hein, et qui est très compliqué à trouver. On voit, il y a un vrai marché. Tu vois les clubs qui sont sur des Lorenzi, ça va très très vite, hein. Donc là-dessus, c'est là où il faut mettre le paquet. Pas sur un gamin de 20 ans. Hein. Non, mais d'autant plus que c'est un métier qui est particulier et c'est un métier qui demande un investissement incroyable. Enfin, je veux dire, un directeur sportif, il va aller aux quatre coins du monde pendant les périodes de mercato, ça va être infernal pour lui. Il travaille 18 heures sur 24. Je veux dire, il faut être capable de s'infliger ce genre de rôle. C'est hyper énergivore, c'est hyper difficile. C'est pas donné à tout le monde de savoir faire ça. Et c'est même pas donné à la grande majorité. Par contre, si tu veux être dans un club performant, si tu veux être dans un club qui a des résultats sportifs, chose que nous n'avons pas eu sur l'année 1 de Kilmer, ce qui ne veut pas dire que nous n'en aurons pas sur l'année 2, sur l'année 3 ou sur l'année 4. Hein. Jusque-là, le bilan qu'on fait, c'est sur ce qu'on a vu. Par contre, à aucun moment, on ferme la porte que les choses peuvent évoluer positivement. Parce qu'il y a quand même des motifs d'espoir dans tout ça. Mais il y a des choses à mettre en place. Et pour le moment, cet attentisme du groupe, j'ai du mal à le comprendre. Et j'aime bien cette phrase qui est on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Pour moi, ils ont perdu une partie du peuple vert après cette première saison parce que leur première impression, elle était bonne, mais finalement, ils
ils ont perdu cette première impression, moi je trouve. Et est-ce que c'est pas justement bon signe qu'ils prennent le temps de bien faire les choses, malgré la descente en Ligue 2, qu'on peut peut-être mettre entre parenthèses en fait finalement sur le projet long terme, Romain? Attention, Tu il peux il y pas, a, tu peux pas il y a mettre entre patience et parenthèses immobilisme. une descente. Ouais, bien sûr. Mais c'est ce qu'ils semblent Même. faire en tout cas du Ah, mais côté de Kilmer. oui, j'entends ta position et ton argumentation, mais tu peux pas te satisfaire de ça, c'est impossible. En fait, ils vont perdre trop par rapport à ce qui va se passer. Que ce soit déjà financièrement, ils avaient des joueurs sur lesquels ils ont misé qui vont perdre, qui vont revendre à autant qu'ils auraient espéré, simplement parce que tu es en Ligue 2. Un mec comme Stassin, ça évoquait des 20 millions, 25 millions, il partira jamais pour cette somme-là. Surtout en Ligue 2. Voilà. Et puis à un moment donné, si la situation est bloquée, il va se passer comme tous les joueurs font. Ils vont sentir la panade de rester en Ligue 2, de rater une saison dans leur carrière. Ils vont faire quoi? Ils vont aller au clash comme a pu le faire Nkunku, comme le font beaucoup de joueurs. Et ça tournera au vinaigre, on le bradera. Donc voilà, mais moi vraiment, je ne peux pas penser que Kilmer soit satisfait de la situation. Et d'ailleurs, Gazidis l'a dit dans son entretien à DAZN, c'est une première saison qui est manquée. Il le dit, c'est une erreur, on Non, a mais fait des erreurs. ils passent pour des cons, donc forcément, ils se font détruire de partout, alors que c'est des gens qui avaient une très très bonne image à leur arrivée, avant leur arrivée. Donc évidemment que là-dessus, ils sont pas satisfaits. Moi, je pense qu'ils ont voulu jouer, ils se sont brûlés, voilà. Par contre, moi, je reste optimiste pour la suite, si vous voulez. Parce que quand je vois, j'ai écouté hier la conférence de presse d'Angers, il y a la conférence de presse du Havre. Les mecs, il n'y en a pas un qui peut recruter un seul joueur. Et les droits télé, c'est une catastrophe. Alors je dis pas qu'ils vont s'écrouler, qu'on va être repêché par la DNCG, et j'ai même pas envie de ça. Parce que derrière, il va y avoir des recours, et tu sais jamais sur quel pied danser, comment est-ce que tu construis ta saison, et il n'y a rien de mieux de pas anticiper pour se cracher. Moi, on mérite d'être en Ligue 2, qu'on y aille, et si on doit remonter, eh ben, ce sera parce qu'on le mérite sportivement sur le terrain. Mais là où je peux être plutôt optimiste, c'est que derrière, il y a des fonds. Aujourd'hui, les mecs, ils sont passés pour des cons. Donc une erreur, tout le monde peut l'accepter. Demain, ça sera nettement moins le cas. Parce qu'ils ont été très adroits avec les supporters. Et ça, on peut saluer parce qu'ils les ont pas lâchés, contrairement aux années précédentes, où il y avait nettement moins de soutien envers les ultras devant la LFP et un peu un double jeu qui était joué. Donc là, ils se sont achetés la paix sociale. Ils sont loin d'être bêtes et ils savent très bien que ce ne sera pas du tout le cas sur un deuxième échec. Mais ça va demander de mettre des moyens. Moi, c'est pas tellement. Moi, tu vois, c'est pas tellement dans les moyens que je les attends. C'est plutôt dans la justesse des décisions. Parce que on peut pas leur reprocher de pas avoir mis de moyens financiers, en tout cas. Enfin, je veux dire, les investissements qu'ils ont faits, ils ont investi. Moi, c'est plutôt dans la justesse des décisions. Moi, j'attends pas à ce qu'ils mettent 25 millions sur la table cet été. J'attends simplement qu'on identifie véritablement les besoins du championnat de Ligue 2, qu'on travaille à construire une équipe en conséquence de ces exigences de la Ligue 2, qu'on remonte dès la première année, parce que je rappelle une chose, Auxerre est remonté dès la première année, Lorient est remonté dès la première année, donc c'est possible de remonter dès la première année, encore plus quand tu es le plus gros budget du championnat. Et qu'une fois qu'on a mis ça, on continue à travailler. Aujourd'hui, je suis désolé, mais en Ligue 2, tu as déjà un nombre de joueurs qu'il faut sortir et un nombre de joueurs que tu peux préparer sur une année dite un peu transitoire si tu viens remonter en Ligue 1 l'année d'après. Je pense à des jeunes joueurs notamment qui peut donner sens à leur projet. Mais maintenant, si c'est pour aller chercher des garçons comme Pierre Cornu qui a été une erreur de casting, comme Igor Miladinovic qui a été une erreur de casting, comme Younis Abdelhamid qui a été une erreur de casting, encore on pourrait douter du fait que ce soit véritablement leur choix à eux, ça. Désolé, on n'y arrivera pas. Donc c'est vraiment dans la justesse des choix, moi, que je les attends. Dans l'effectif, dans l'organigramme et dans tout ce qui va tourner autour de cette équipe effective professionnelle, en fait. Inclus évidemment staff médical.
on prendra bien le temps de revenir juste après hein, sur comment est-ce qu'on doit imaginer l'effectif de la Saint-Etienne avec les joueurs qui vont être libérés, les fins de contrat, mais avant, on parle des maillons de Kilmer Sport Ventures, en tout cas il y en a un qui est installé au club, j'en parlais juste tout à l'heure, au club depuis décembre 2024, on doit y passer, hein, parler d'Eric Orneland rapidement. Peut-être pas nécessairement dresser un bilan, mais c'est peut-être la première étape, la première chose qu'a mis en place véritablement Kilmer Sport Ventures dans son projet avec l'AS Saint-Etienne, puisque du coup il débarquait pour remplacer Olivier Dalloglio, et finalement 19 matchs, 10 défaites, 4 victoires, 5 nuls. Très très rapidement pour parler d'Eric Orneland, Romain, est-ce que toi tu vois un coach qui s'est obstiné à jouer avec son jeu, et surtout comment est-ce on peut analyser ça avec Kilmer? Est-ce que ça a un lien intrinsèque en fait, typiquement? C'est le lien que je fais, c'est que il y a des personnes. Kilmer a son projet de développement, il passe par le jeu, et son architecte, ça doit être lieutenant, ça doit être Eric Orneland. Donc il changera pas de volet. Pour autant, lui aussi, il est en apprentissage au même titre que les nouveaux dirigeants de la SSE. Donc il y a des choses qu'il doit faire mieux. Il a commencé à évoluer, hein, parce qu'entre les premiers matchs qu'on a vus, où tu avais du pressing tout terrain, et il s'est bien vite rendu compte que c'était pas la Norvège, et c'est pas prendre de haut le championnat norvégien que de le dire, mais techniquement, quand tu fais ça face à une équipe qui est à l'aise techniquement, elle fait une transversale, et t'as des latéraux qui se font manger tout le match. Donc il a ajusté, pour autant, tu vois très bien que c'est pas préparé. Quand je dis c'est pas préparé, on n'en a pas trop parlé du match face à Toulouse, mais tactiquement, mais la leçon qu'il prend. Il prend une leçon, mais si c'est pas Eric Orneland, si c'est un Olivier Dalloglio, si c'est un Laurent Batles, il se fait détruire. Détruire. On s'est fait bouffer, il a rien réajusté. Pendant 6 mois, il n'est pas passé une seule fois à 2 attaquants devant, il n'est pas passé une seule fois sur une défense potentiellement à 3, sur un milieu de terrain qui passe en double pivot. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu s'adapter. Donc, il y a des choses qui sont prometteuses. Moi, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il a du potentiel, mais maintenant, on va regarder aussi s'il arrive à apprendre et grandir dans ce nouveau contexte. Sylvain, peut-être, est-ce que tu penses qu'en Ligue 2, c'est un coach qui saura faire la différence, si Kilmer, évidemment, met les moyens, mais est-ce que tu penses que ça le fera, en fait, concrètement, l'année prochaine et pour le futur du projet? Je pense qu'il faut que ça le fasse, de toute façon. Pour lui, à un moment donné, il a la confiance de Kilmer, c'est certain, mais il va falloir qu'à un moment donné, la confiance, elle soit aussi, entre guillemets, rendue. Ils font bloc derrière lui parce que c'est leur choix, parce que je pense que de toute façon, c'était prévu qu'il reste au moins l'année d'après pour avoir une équipe qu'il a construit lui-même avec un mercato, etc., etc. Par contre, si l'année prochaine, ça fonctionne pas, je pense qu'on va pouvoir commencer à discuter d'un potentiel limogeage, quoi. Voilà. Il y a une vraie possibilité que ça floppe. Bien sûr qu'il y a la possibilité que ça floppe, évidemment. On en revient à ce qu'on disait en fait par rapport à l'organigramme. Encore une fois, il a manqué la sensibilité championnat de France dans tout ça. Le championnat de France, il y a des équipes qui sont très structurées, qui savent très bien tactiquement ce dont ils doivent faire, et surtout qui font un énorme travail à la vidéo. Vraiment un énorme travail. Et je pense qu'on fait partie des championnats les plus compétents pour ça, avec l'Italie, d'accord, sur le travail à la vidéo et sur comment on peut faire mal à l'adversaire en fonction des caractéristiques qu'il a. Une fois qu'on s'est dit ça, il a eu des matchs où il s'est fait dévorer tactiquement, mais véritablement dévorer, il ne faut pas avoir peur des termes. Lui, il s'est concentré sur son projet, sur son style, sur son identité. Très bien, c'est louable, hein. C'est quand ça a fonctionné, on a vécu des émotions avec son style. On peut pas dire que tout était mauvais, il y a eu des choses qui étaient très bien. Maintenant, force est de constater que à la fin, c'est toujours insuffisant. Est-ce que justement ça n'a pas été 6 mois d'apprentissage en fait finalement plutôt qu'une mission maintien, Romain? Est-ce que ça servait pas plutôt pour apprendre ce championnat de Ligue 1, comprendre le foot français?
Écoute, j'en sais rien, mais en tout cas, ce calcul, il est difficile à encaisser pour nous qui sommes supporters. Je pense que ce soit au niveau de la direction, au niveau d'Eric Horneland, eux, ils ont un projet, ils ont un plan, ça doit passer par le jeu. Et ça, je le respecte, je le dis chaque semaine. Alors, c'est quelque chose qui peut peut-être ne pas être audible, mais aujourd'hui, moi, jouer comme a joué Nantes cette saison, et j'entendais Bernard Lyon se dire, oui, bah, à la fin, ils auraient pu nous gagner 2 fois, on s'en est bien sorti en gagnant. Ouais, très bien. Mais pourquoi est-ce qu'ils limogent Antoine Comboiré et puis ils vont le reprendre dans 6 mois quand ça ira pas? Si vous voulez, pour moi, on est sur un football qui est confronté à plein d'autres choses en termes de divertissement. Si tu passes pas par le jeu, ça doit passer par là. Mais après, faut du pragmatisme. Faut vraiment du pragmatisme parce que tout ça, ça se pète la gueule dès qu'il n'y a pas de victoire. S'il n'y a pas de victoire pendant trop de temps, ça se pète la gueule. Mais ça peut être conjugué l'un et l'autre. Faut juste qu'il apprenne et qu'il soit un peu plus aussi humble dans sa manière tactique de gérer les rencontres. Sylvain Horneland a fait preuve de trop foot divertissement, comme tu dis, Romain, Sylvain. Tu penses qu'il n'a pas été assez pragmatique? C'est ce qu'on lui a demandé. Quand ils vont le chercher, c'est ce qu'on lui demande. C'est d'avoir un football total, c'est d'avoir un football divertissant, c'est d'avoir un football qui emmène le public. Autant on peut leur reprocher beaucoup de choses, autant sur l'idée de base d'avoir un foot intense comme ça, c'est conforme à ce que le public veut et à ce que les supporters stéphanois veulent. On s'identifie avec ça. On s'identifiera plus avec ça qu'avec du tiki-taka, version espagnole, etc. Donc voilà. Après, bien entendu qu'il y a des limites. Il y a des limites qui lui sont, qui le concernent lui, et il y a des limites qui concernent son effectif également. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'indulgence sera sûrement moins grande l'année prochaine si ça ne fonctionne pas. Mais elle sera moins grande avec lui comme avec les dirigeants. Comme on se le disait en off, il faut que cette équipe, elle marche sur la Ligue 2. Et c'est pas manquer d'humilité de le dire. C'est quand tu as ces moyens financiers, quand tu annonces des choses, quand tu vois les difficultés que rencontrent l'ensemble des clubs, même en Ligue 1, tu vas avoir plus de moyens que, allez, j'ai envie de dire, les derniers quarts du championnat de Ligue 1. Et encore, je suis gentil. Mais à partir d'un moment de ça, j'ai envie de dire, t'as zéro excuse. T'as zéro excuse. Donc tu te connais. Là, il y a déjà les bases. Ton entraîneur, il est déjà choisi. Tu peux peaufiner ton staff, tu peux peaufiner ton équipe, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Mais par contre, tu prends le chemin que tu veux, le résultat, il doit être là. C'est tout. À partir de là, on aura nettement moins d'intransigeants. On sera intransigeant l'année prochaine. Sylvain, tu suis cette idée-là là. Impossible. Il peut pas y avoir d'échec l'année prochaine avec Eric Horneland. C'est pas possible au vu des bases qu'on met en place. Il peut toujours y avoir un échec, mais du coup, ça induira encore des décisions et des changements et de la nouveauté. Il peut toujours y avoir un échec, rien n'est figé dans le football. Mais une chose est sûre, c'est que si on prend un autre chemin que celui-là, ça voudra dire qu'une nouvelle fois on s'est trompé. Et ça voudra dire que les premiers doutes qu'on est en train d'avoir sur Kilmer Sport ne feront que s'accentuer. C'est ça, et puis du côté, pour quitter un petit peu ce sujet, Eric Horneland, qui a été vu et revu, on en a parlé dans les avant-matchs. Autre sujet avec l'effectif de l'AS Saint-Etienne. Évidemment, il y a beaucoup de départs à prévoir, il y a des joueurs qui sont annoncés sur le départ pour le mercato. Alors tu parlais de Stassin, Romain, tu parlais de David Tachvili, Sylvain également, puis également les fins de contrat avec plusieurs joueurs qui sont annoncés comme potentiellement sur le départ du côté de l'AS Saint-Etienne. Par exemple, je pense à Pierre Ecoua qui quittera donc l'ASS au terme du prêt puisque l'option d'achat ne devrait pas être levée. Pareil pour Bernouer, Cardona, bon, c'est en attente, même si on annonce qu'on pourrait peut-être l'avoir l'année prochaine. Sylvain, est-ce que c'est pas là que le projet débutera en fait, avec la remise en question de l'effectif, enfin avec une remise à zéro de l'effectif?
Il y a une chose qui est certaine, en tout cas, c'est que depuis qu'Ilmer est arrivé, ils doivent faire face à un effectif qu'ils ne désirent pas. Que ce soit en termes de quantité, que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes de profil. Ça, c'est une évidence. Et ça prendra plusieurs années à, à adapter tout ça, à moduler tout ça. Et l'année prochaine, ils feront encore face à ces problèmes-là avec certains joueurs qui, je pense, ne sont pas conformes au projet qu'on veut mettre en place. On le voit très bien, hein, depuis qu'Orneland est arrivé, il est dans la lignée des décisions de ce que veut faire Kilmer Sport, et certains profils ne sont pas retenus, et pour pas dire autre chose, ne sont pas désirés. Voilà. Bien entendu qu'il va falloir réajuster. Il va falloir réajuster seulement avec des profils qui sont taillés pour la Ligue 2 et qui le seront à moyen terme pour la Ligue 1. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. C'est de trouver des profils qui répondent aux exigences de la Ligue 2 au moment où on se parle et qui, à moyen terme, répondront aux exigences de la Ligue 1, voire plus. Et ça demande du travail, hein. Ça demande de la connaissance, de la recherche. Mais ça, c'est à eux de gérer, tout simplement. Tu penses qu'ils seront capables de faire cet effort-là, d'aller chercher des joueurs adaptés au championnat alors qu'ils n'ont pas su le faire en Ligue 1? Tu penses qu'ils en seront capables? J'espère. J'espère, parce que s'ils en sont pas capables, on est mal, hein. On est très très mal, hein. À un moment donné, Romain a justement parlé de la patience des supporters par rapport à tout ce qui s'est passé cette saison et par rapport à la position du club qui s'est nettement renforcée. Les liens sont plus importants entre le club et les supporters qu'ils ne l'étaient auparavant. Par contre, le terrain restera l'élément principal de ces liens, hein. Si ça ne marche pas, et ça ne marche pas l'année prochaine, et ça ne marche pas l'année d'après, les supporters comprendront vite la supercherie, et à ce compte-là, ils pourront faire toutes les bonnes actions possibles. Ça ne marchera pas. Donc il va falloir que ça marche. Mais je pense que les dirigeants ont pris un gros coup sur la tête. Ils ne s'attendaient pas à cette histoire-là. Ils pensaient que ça allait passer, malgré les difficultés, ils pensaient que ça allait passer. Je pense qu'ils ont été vexés, et ça reste quand même des gens qui ont travaillé à un certain niveau, qui ont évolué avec avec des gens haut placés dans le milieu du football. Donc ils resteront pas sur cet échec-là sans être sûrs de réussir. Je pense que là, il en va de leur réputation et de leur fierté. Romain, peut-être, est-ce que tu penses qu'ils seront tirés les bonnes conclusions, toi, de ton côté? Est-ce qu'on peut s'attendre encore à des joueurs data qui manquent un peu de pragmatisme par rapport au championnat? Moi, je suis pas inquiet plus outre mesure, parce que tout simplement, c'est vraiment aussi économique, hein. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où nous, on peut dormir sur nos deux oreilles, quoi. Et ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Tu as les moyens de te renforcer. Et moi, encore une fois, les échos qu'on a, c'est que ça va y aller sévère. Donc maintenant, j'attends de voir, parce que l'année dernière, on est souvent allé sur sur des joueurs sur lesquels on s'est fait griller parce que c'était allé trop haut. Et ben, on en visait trop haut. Là, va falloir aussi être pragmatique en ce sens. Et donc, ouais, voilà, pour un effectif qui pourrait donc être remis en question dans les semaines à venir, qui pourrait peut-être, on va dire, avoir des joueurs peut-être plus intéressants pour la Ligue 2. Rapidement, peut-être pour conclure, Sylvain, à quoi est-ce que tu t'attends, toi, au niveau de l'effectif? Quelles sont les principales attentes, en fait, en tant que supporter, et puis de personnes qui suivent d'un peu plus en profondeur? Qu'est-ce qu'on va attendre de Kilmer Sport Venture cet été? Déjà, je pense qu'il va falloir trouver des portes de sortie à certains joueurs qui n'ont pas été utilisés cette saison et qui ne sont plus, entre guillemets, dans le projet à SSE. Je pense à Ibrahim Sissoko, je pense à Denis Sapia, Ivan Masson, enfin Denis Sapia un degré moindre quand même, mais Ivan Masson, Lamine Fomba. Voilà, c'est des joueurs qui certes sont irréprochables sur l'aspect état d'esprit, mais
mais il faudra leur trouver des portes de sortie parce que c'est pas des joueurs qui répondent au projet qu'on veut mettre en place. Voilà, et puis après, moi je les attends aussi sur certains joueurs de l'effectif du centre de formation. Je pense à ceux qui sont partis en prêt. Berisso Owusu, j'espère qu'il aura un rôle à jouer par exemple. Qu'est-ce qu'ils vont faire de Aiki, de Cissé, de Bladi voilà, est-ce qu'un garçon comme Chekfal ne doit pas rentrer régulièrement dans cette équipe l'année prochaine, au moins dans un rôle de rotation voilà, je les attends à la fois sur le dégraissage, à la fois sur les joueurs qui vont monter, et puis évidemment sur les profils qu'ils vont aller chercher. Je pense qu'ils seront intransigeants sur les ventes et sur les joueurs désirés. Ça, je m'inquiète pas là-dessus. Je pense qu'ils seront au niveau à ce niveau-là. Maintenant, il faut qu'ils créent un effectif avec une alchimie qui corresponde à la Ligue 2, tout simplement. C'est ça, les supporters qui... on va tous attendre évidemment d'un Kimmer Sport Ventures qui sera capable de remettre en question peut-être ses pratiques, peut-être de s'appuyer sur des personnes qui connaissent le football français avec des nouveaux directeurs sportifs, des nouveaux maillons, peut-être aussi qui seront tirés les bonnes conclusions pour faire un bon mercato, en espérant que cette année en Ligue 1, cette descente en Ligue 1 aura au moins servi à quelque chose pour ce projet à long terme. Romain, Sylvain, on va conclure ce petit bilan et surtout cette projection pour Kimmer Sport Ventures. Est-ce que Romain, tu aurais un dernier mot pour terminer cette petite émission ? Peut-être par rapport au projet Kimmer. Non, on en a assez parlé. Je vais simplement vous donner rendez-vous tout l'été, parce qu'on va continuer tout l'été, pas forcément sur des avant-matchs, mais là le mercato est lancé, les coups de fil de notre côté commencent, les textos affluent et on va essayer d'être au plus proche de l'actu d'un été qui s'annonce encore chaud. Donc moi je vous donne simplement rendez-vous la semaine prochaine. C'est ça, rendez-vous sur peuplevert.fr évidemment, et puis sur les réseaux sociaux également pour continuer de suivre l'actualité des Verts. Merci à vous deux d'avoir été présents pour ce bilan et cette projection du projet KSV. N'hésitez pas à nous donner en commentaire votre avis sur la saison de l'AS Saint-Etienne. Comment est-ce que vous imaginez la suite et surtout, qu'est-ce que vous espérez pour ce projet dans l'année qui vient en Ligue 2. Merci d'avoir été présents et puis allez les Verts.